Et si une simple photo de gare cachait le moment où deux enfants ont vu leur destin basculer à jamais? En mai 1904, sur le quai de la gare de Lyon à Paris, deux frères souriaient à l'objectif, persuadés qu'ils partiraient ensemble vers une nouvelle vie. Mais derrière eux, un uniforme en apparence ordinaire s'apprêtait à décider qui pouvait embarquer et qui resterait à jamais en arrière. Des années plus tard, un objet minuscule retrouvé par hasard allait révéler la profondeur de ce drame oublié. Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques, qui nous parlent encore aujourd'hui de courage, de promesses brisées et d'amour plus fort que la séparation. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur « J'aime » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces histoires dramatisées inspirées du passé, pleines de leçons de vie et de mémoire. Cette photo a été trouvée dans une boîte en carton, au fond d'une cave parisienne en 1987. Deux garçons y sourient, assis sur un banc de bois usé. Derrière eux, un homme en uniforme se tient debout, les bras croisés. Au premier regard, on pourrait croire à une simple photo de voyage. Mais regardez attentivement le sourire du garçon de gauche. Ce n'est pas le sourire d'un enfant qui part en aventure. C'est le sourire forcé de quelqu'un qui ment pour protéger celui qu'il aime. Dans exactement 3 minutes, ces deux frères seront séparés pour toujours. Et le plus tragique dans tout cela, le plus jeune ne le sait pas encore. Gare de Lyon, Paris, 14 mai 1904. La vapeur des locomotives enveloppe la plateforme numéro 3 comme un brouillard matinal. Henri Dufresne ajuste son appareil photographique, essuyant la lentille embuée par l'humidité ambiante. Photographe de métier, il capture depuis des années ces moments de départ vers l'Algérie française. Son carnet de notes, aujourd'hui conservé au musée de la photographie de Nice, révèle qu'il a photographié plus de 3000 familles entre 1898 et 1914. Mais cette photo-là, il ne l'oubliera jamais. Étienne Lefort, 12 ans, serre discrètement la main de son petit frère Louis, 9 ans. Leurs doigts s'entrelacent sur le banc, un geste invisible pour l'appareil mais que le garçon aîné grave dans sa mémoire. Dans sa poche droite, Étienne cache une croûte de pain qu'il a volée ce matin même, à la boulangerie de la rue Saint-Antoine. Il n'a pas eu le temps de la partager avec Louis. Il se dit qu'ils la mangeront dans le train, ensemble, en regardant défiler le paysage français une dernière fois. Louis, lui, tient précieusement contre sa poitrine un petit soldat de bois. Étienne l'a sculpté pour lui 3 nuits auparavant, travaillant à la lueur d'une bougie alors que toute la maison dormait. Le soldatine porte un képi minuscule et tient un fusil pas plus grand qu'une allumette. Louis l'a baptisé « Capitaine Courage », sans savoir que dans quelques instants, il aura désespérément besoin de ce courage imaginaire. Derrière eux, le capitaine Moreau observe la scène avec une impassibilité professionnelle. Les archives de la préfecture de police le décrivent comme un homme intègre, père de 3 enfants. Ce matin-là, avant de quitter son appartement du quartier de Belleville, il a embrassé son fils Philippe, 9 ans aussi. La coïncidence le hantera pendant des années. Mais pour l'instant, il n'est qu'un uniforme, un représentant de la loi française, chargé de vérifier les documents des voyageurs en partance pour les colonies. Marie Lefort se tient à quelques mètres, tremblante malgré la chaleur de mai. Ses mains agrippent un mouchoir brodé, le dernier cadeau de son mari Pierre avant l'accident. Les registres de la mine de Monceau-les-Mines confirment la date, 23 novembre 1903, éboulement du puits numéro 7, 14 morts. Pierre Lefort était le plus jeune. Marie n'a pas pleuré aux funérailles. Elle n'a pas pleuré quand le contremaître lui a annoncé qu'il n'y aurait pas de pension. Elle n'a pas pleuré en vendant l'alliance de Pierre au prêteur sur gage de la rue du Temple pour la moitié de sa valeur. Mais là, sur ce quai de gare, voyant ses 2 aînés prêts à partir, les larmes menacent enfin de couler. La veille au soir, dans leur logement de 2 pièces à Saint-Étienne, les frères s'étaient violemment disputés. Louis avait découvert qu'Étienne cachait de la nourriture sous son matelas, des morceaux de pain dur qu'il gardait pour lui seul. La colère de Louis avait explosé. « Je te déteste », avait-il crié. « Tu n'es qu'un égoïste, tu ne penses qu'à toi. »
Étienne n'avait pas expliqué qu'il économisait ses croûtes pour le voyage, pour s'assurer que Louis aurait quelque chose à manger si le cousin Jacques en Algérie ne les attendait pas. Il avait encaissé les reproches en silence, laissant son petit frère vider sa rage. Maintenant, assis sur ce banc, il regrette de ne pas avoir parlé. Madame Rousseau, la vendeuse de fleurs, s'approche avec son panier d'osier. Elle reconnaît immédiatement la détresse muette de cette famille. Combien en a-t-elle vu, de ces enfants maigres aux vêtements rapiécés, envoyés vers un avenir incertain? Sans un mot, elle tend une rose blanche à chaque garçon. « C'est gratuit », murmure-t-elle à Marie qui fouille déjà dans sa poche vide. « Pour la chance ». Louis serre la fleur contre son soldat de bois, respirant son parfum délicat. Étienne glisse la sienne dans sa veste, juste au-dessus de son cœur qui bat trop vite. Le photographe fait signe qu'il est prêt. Marie pousse doucement ses fils vers le banc. Étienne passe son bras autour des épaules de Louis, un geste protecteur qu'il a répété 1000 fois depuis la mort de leur père. Louis se blottit instinctivement contre son grand frère, cherchant cette chaleur familière qui l'a toujours rassuré. C'est à ce moment précis que Louis murmure, si bas que seul Étienne peut l'entendre. « J'ai peur ». La main d'Étienne se resserre imperceptiblement sur l'épaule de son frère. « Moi aussi », répond-il dans un souffle, « mais on sera ensemble. Promis. » L'appareil se déclenche. Le flash au magnésium illumine leur visage pendant une fraction de seconde. Louis sourit, un vrai sourire cette fois, parce qu'il croit à la promesse de son frère. Étienne force ses lèvres à s'étirer, sachant qu'il ment mais voulant que ce dernier moment soit heureux. Derrière eux, le capitaine Moreau commence déjà à s'avancer, la main tendue vers les documents. Marie sort de son sac une enveloppe froissée. Les papiers ont été préparés à la hâte par le secrétaire de mairie de Saint-Étienne, un vieil homme à moitié aveugle qui peinait à lire les registres. La Compagnie Générale Transatlantique exige une documentation précise pour les mineurs voyageant vers l'Algérie. Marie a tout vérifié 3 fois. Les actes de naissance, les autorisations parentales, la lettre du cousin Jacques Lefort confirmant qu'il les accueillera à Oran. Tout est là. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Le capitaine Moreau examine les documents avec la minutie d'un horloger. Son doigt s'arrête soudain sur la date de naissance de Louis. Il fronce les sourcils, relit, compare avec le registre officiel qu'il tient dans son autre main. « Madame, dit-il d'une voix qui glace le sang de Marie, il y a un problème avec les papiers du plus jeune. 6 mois plus tôt, décembre 1903, la neige recouvre Saint-Étienne d'un linceul blanc. Dans le petit logement des Lefort, le froid s'infiltre par les fenêtres mal jointes. Marie est assise à la table de la cuisine, entourée de papiers. La lettre du cousin Jacques d'Algérie est étalée devant elle, les mots dansant à la lueur de la bougie. « Venez », écrit-il de son écriture tremblante. « Ici le travail ne manque pas, et les enfants pourront apprendre un métier. » Marie ne sait pas encore que Jacques boit une bouteille de vin par jour pour oublier la chaleur écrasante et la solitude coloniale. Étienne tousse dans la pièce voisine, cette toux sèche qui empire chaque hiver depuis 2 ans. Le médecin de l'assistance publique a évoqué la possibilité d'une tuberculose débutante, mais sans argent pour le traitement, le diagnostic reste suspendu comme une épée de Damoclès. Marie sait que le climat sec de l'Algérie pourrait sauver son fils aîné. C'est ce qu'elle se répète pour justifier sa décision. Ce n'est pas de l'abandon, c'est du sauvetage. Louis dort recroquevillé contre son frère, comme chaque nuit depuis la mort de leur père. Les draps portent encore les traces de ces accidents nocturnes, ces moments où la terreur le submerge dans son sommeil. Étienne a appris à se réveiller avant que quiconque ne s'en aperçoive, changeant discrètement les draps, protégeant la dignité de son petit frère. Dans la famille, personne n'en parle. C'est leur secret à eux, un pacte silencieux entre frères. Le matin où tout a basculé, Étienne avait été surpris en train de voler du pain à la boulangerie Meunier. C'était sa 2e tentative, mais cette fois, le boulanger l'attendait. La punition fut publique et humiliante. Sur la place du village, devant tous les voisins, Étienne reçut 10 coups de bâton. Louis, caché derrière un chariot, avait tout vu. Les yeux de son grand frère cherchant les siens dans la foule, implorant silencieusement de ne pas s'approcher, de ne pas se faire remarquer. Ce jour-là,
Louis comprit que la faim pouvait transformer même les plus braves en voleurs. Marie avait récupéré Étienne, le visage fermé, sans un mot de reproche. Elle savait. Depuis 6 mois, les enfants ne mangeaient qu'un repas par jour, parfois juste une soupe claire, où flottaient quelques légumes. Les 2 plus jeunes, Marguerite et Paul, restés au village avec leur grand-mère malade, recevaient le peu qui restait. Marie elle-même ne mangeait presque plus, prétextant des maux d'estomac pour laisser sa part aux enfants. La décision d'envoyer les aînés en Algérie n'était pas venue d'un élan maternel réfléchi. C'était la solution désespérée d'une femme acculée. L'usurier Grimaud réclamait son dû chaque semaine, menaçant de les expulser. Les voisins aidaient comme ils pouvaient. Mais la misère était générale dans ce quartier ouvrier. Les archives paroissiales de Saint-Étienne révèlent que cette année-là, plus de 200 familles ont envoyé leurs enfants aux colonies, espérant leur offrir un avenir meilleur. Le jour où Marie vendit l'alliance de Pierre fut le plus sombre. Le prêteur sur gage, un homme au regard fuyant nommé Lévy, examina le bijou avec une loupe, prétendant y voir des défauts invisibles. 15 francs, pas plus, avait-il décrété. L'alliance en valait au moins 30, Marie le savait, mais 15 francs, c'était assez pour payer une partie du voyage. Elle accepta, les mains tremblantes, signant de son nom maladroit le registre des transactions. Dans ces moments de lucidité entre les épisodes dépressifs, Marie préparait méticuleusement le départ. Elle cousait des poches secrètes dans les vestes des garçons pour y cacher quelques pièces. Elle écrivait des lettres de recommandation qu'elle ne savait pas formuler, demandant de l'aide au curé qui corrigeait ses fautes. Elle apprenait par cœur l'adresse du cousin Jacques à Oran, la répétant aux garçons jusqu'à ce qu'ils la connaissent aussi. Étienne, de son côté, sculptait en secret le petit soldat pour Louis. Chaque nuit, après que son frère se soit endormi, il travaillait le morceau de bois récupéré à la scierie. Ses doigts malhabiles peinaient à donner forme au personnage, mais il persévérait. Ce soldat serait le gardien de Louis en Algérie, son protecteur quand lui-même ne pourrait plus veiller sur son petit frère. Il ne savait pas encore à quel point cette intuition se révélerait prophétique. Louis vivait dans son monde imaginaire, inventant des histoires pour échapper à la réalité. Il racontait à qui voulait l'entendre que son père était parti en voyage, qu'il reviendrait bientôt avec des cadeaux. Quand la faim le tenaillait trop, il inventait des festins imaginaires, décrivant avec force détail les plats que sa mère préparait dans sa fantaisie. Ce mécanisme de défense, noté plus tard par sa fille Marguerite dans son témoignage de 1987, ne le quittera jamais vraiment. La veille du départ, la tension dans le petit logement était palpable. Marie avait réussi à obtenir un peu de viande, un luxe qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Le repas se déroula dans un silence pesant, chacun conscient que c'était peut-être le dernier ensemble. C'est après le dîner que la dispute éclata. Louis avait trouvé la réserve secrète de pain d'Étienne. L'accusation de trahison, l'explosion de colère, les mots blessants. « Je te déteste, tu n'es qu'un menteur. Tu dis qu'on est frères mais tu gardes tout pour toi. » Étienne encaissa sans broncher, laissant la tempête passer. Il savait que Louis avait besoin de cette colère pour masquer sa peur. Quand son petit frère s'endormit enfin, épuisé par les larmes, Étienne glissa le soldat de bois sous son oreiller. Au matin, Louis le découvrirait et comprendrait. Du moins, c'est ce qu'Étienne espérait. Marie, elle, ne dormit pas. Assise près de la fenêtre, elle regardait la lune éclairer les toits de Saint-Étienne. Dans quelques heures, elle accompagnerait ses fils à la gare. Le billet de train jusqu'à Paris avait coûté 8 francs, emprunté à son beau-frère qui lui-même peinait à nourrir sa famille. Les billets pour l'Algérie, 22 francs, payés avec l'argent de l'Alliance et un emprunt à l'usurier Grimaud, qu'elle mettrait 15 ans à rembourser. Mais il y avait ce détail, ce petit mensonge sur les papiers de Louis. Pour économiser 15 francs sur le prix du billet, elle avait déclaré qu'il avait 7 ans au lieu de 9. Les enfants de moins de 8 ans voyageaient à tarif réduit. Le secrétaire de mairie, à moitié aveugle, n'avait rien remarqué quand elle lui avait dicté 1897 au lieu de 1895. Une économie de 15 francs, le prix exact de l'alliance de Pierre.
une symétrie cruelle du destin qui entra Marie jusqu'à sa mort en 1938. Le capitaine Moreau tient le document entre ses mains, son regard alternant entre le papier et le visage de Marie qui pâlit à vue d'œil. Selon ce certificat, dit-il d'une voix mesurée, ce garçon n'a que 7 ans. La loi est claire, madame. Un enfant de moins de 8 ans ne peut voyager sans un parent ou un tuteur légal majeur. Son doigt tapote le règlement de la Compagnie Générale Transatlantique, article 47, alinéa 3. C'est la circulaire numéro 247 de janvier 1904. Il n'y a aucune exception possible. Marie sent ses jambes fléchir. Elle fouille frénétiquement dans son sac, sort un papier jauni, le vrai acte de naissance de Louis. Regardez, monsieur, c'est une erreur du secrétaire. Il a 9 ans, je vous jure sur la tête de mon défunt mari qu'il a 9 ans. Sa voix se brise. Le capitaine examine le nouveau document, compare les deux. Les cachets sont différents, les dates ne correspondent pas. Pour lui, c'est clair. Tentative de fraude. Étienne comprend avant tout le monde ce qui est en train de se passer. Il serre plus fort la main de Louis qui commence à s'agiter, sentant la panique monter. Le train pour Marseille, d'où partira le bateau pour l'Algérie, doit partir dans 20 minutes. La locomotive crache déjà sa vapeur noire. Le mécanicien vérifie les derniers préparatifs. Sur le quai, d'autres familles commencent à monter, leurs adieux déchirants se mêlant au vacarme métallique de la gare. Louis regarde son frère, puis sa mère, puis l'homme en uniforme. Il ne comprend pas les mots compliqués, les articles de loi, les tampons officiels. Mais il comprend les visages, celui de sa mère qui se décompose, celui du capitaine qui reste de marbre, celui d'Étienne qui devient blanc comme les draps qu'il change la nuit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il d'une petite voix. « On part quand ?» Le capitaine Moreau a un moment d'hésitation. Ce matin, son fils Philippe lui a demandé quand il rentrerait. « Ce soir, papa, tu me liras une histoire ?» Il regarde Louis, voit Philippe. Même âge, même innocence dans les yeux. Mais la loi est la loi. Il a prêté serment. Les règles sont là pour protéger les enfants, se répète-t-il. Un enfant de 7 ans traversant la Méditerranée sans parents, c'est un risque qu'il ne peut pas prendre. Sa conscience professionnelle l'emporte sur son cœur de père. Marie tombe à genoux. Les autres voyageurs se retournent. Certains détournent le regard, gênés par cette scène de désespoir public. « S'il vous plaît, monsieur, ils n'ont que l'un l'autre, ne les séparez pas. Son cousin les attend à Oran, il est majeur, il sera leur tuteur. » Elle tend la lettre de Jacques, froissée par ses mains tremblantes. Le capitaine la lit rapidement. « Une promesse d'accueil n'est pas une tutelle légale, madame. Il me faut des documents officiels, validés par un juge. Une famille bourgeoise passe près d'eux. Le père en haut de forme, la mère en robe de voyage, leurs 3 enfants impeccablement vêtus. Ils montent en première classe, sans un regard pour le drame qui se joue sur le quai. L'injustice de la scène n'échappe à personne. Si Marie avait eu l'argent pour des billets de première classe, personne n'aurait vérifié l'âge exact de ses enfants. Mais les pauvres n'ont pas droit à l'approximation. Étienne prend soudain une décision. Il lâche la main de Louis et s'approche du capitaine. « Monsieur, laissez-moi lui parler. Juste 2 minutes. » Le capitaine acquiesce d'un signe de tête. Étienne s'agenouille devant son petit frère, prend son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, Louis. Tu te souviens du capitaine Courage ? Il va veiller sur toi. Moi, je pars en premier, comme un éclaireur. Je vais préparer notre maison en Algérie. Toi, tu restes avec maman encore un peu, et puis tu viendras me rejoindre. » Louis secoue violemment la tête. « Non, tu avais promis. On devait partir ensemble. Tu avais promis. » Ces cris déchirent le cœur de tous ceux qui les entendent. Étienne sent les larmes monter mais les retient. Il doit être fort. Pour Louis, pour leur mère, pour honorer la mémoire de leur père. Je sais, petit frère, mais parfois, les promesses, il ne finit pas sa phrase. Comment expliquer à un enfant de 9 ans que le monde est injuste, que les promesses des pauvres ne pèsent rien face au règlement? Le chef de gare siffle. Dernier appel pour Marseille. Tous les voyageurs à bord.
Le capitaine Moreau pose sa main sur l'épaule de Marie. « Madame, le grand peut partir. Pour le petit, revenez avec les documents corrects. Je suis désolé. » Ces mots, il les prononce avec une sincérité qui surprend même lui. Mais être désolé ne change rien à la situation. C'est alors que le chaos éclate. Marie essaie de retenir Étienne. Si l'un part, les deux partent. Si l'un reste, les deux restent. Mais deux hommes de la compagnie ferroviaire interviennent. « Les billets sont non remboursables, madame. » Le garçon a ses papiers en règle. Il doit embarquer. Il soulève littéralement Étienne, ignorant ses protestations, ses coups de pied désespérés. « Non, laissez-moi. Louis, Louis !» Sur le quai, Louis court derrière les hommes qui emmènent son frère. Le soldat de bois tombe de sa poche, roule sous les pieds des voyageurs pressés. Il ne s'en aperçoit même pas, tout son être tendu vers Étienne qu'on pousse dans le wagon. Un ferroviaire, touché par la scène, murmure à Étienne « Sois fort pour ton frère ». Ces mots, Étienne les gravera dans sa mémoire. Ils deviendront son mantra pendant les 38 années qui suivront. Marie ramasse le soldat de bois, le serre contre sa poitrine. Louis s'accroche à elle, son corps secoué de sanglots. « Maman, ils ont pris Étienne. Fais quelque chose. » Elle ne peut rien faire. Elle regarde, impuissante, le train s'ébranler. À la fenêtre du wagon de 3e classe, elle aperçoit le visage de son fils aîné, déformé par les larmes. Il articule quelque chose. Elle ne l'entend pas, mais elle comprend. Pardon. Le train prend de la vitesse. Louis se débat dans les bras de sa mère, essaie de courir après les wagons qui s'éloignent. « Étienne, reviens, ne me laisse pas !» Sa voix se perd dans le fracas métallique et la vapeur. Quand le dernier wagon disparaît au tournant, quelque chose se brise en Louis. Il cessera de bégayer ce jour-là, comme si les mots n'avaient plus d'importance dans un monde où les promesses peuvent être brisées si facilement. Henri Dufresne, le photographe, range son matériel en silence. Dans son carnet, il notera plus tard « 14 mai 1904 ». Photo numéro 2847. Deux frères Lefort. Séparation forcée. Image offerte à la famille. Il ne sait pas encore que cette photo deviendra la plus célèbre de sa collection, celle qui résumera à elle seule le drame de milliers d'enfants envoyés aux colonies. Le capitaine Moreau retourne à son poste, le visage fermé. Ce soir, il serrera son fils Philippe un peu plus fort que d'habitude. Il lui lira 2 histoires au lieu d'une. Et quand sa femme lui demandera pourquoi il a l'air si sombre, il répondra simplement « J'ai fait mon devoir ». Mais faire son devoir, comprendra-t-il des années plus tard en lisant le nom de Louis Lefort parmi les victimes du bombardement de 1942, ne signifie pas toujours faire le bien. Le SS Ville d'Oran quitte le port de Marseille le 16 mai 1904 à l'aube. Étienne est recroquevillé dans un coin du pont inférieur, serrant dans sa main la rose blanche séchée de Madame Rousseau. Autour de lui, 300 autres passagers de 3e classe s'entassent dans un espace prévu pour 200. L'odeur de sueur, de vomi et de peur est suffocante. Un homme près de lui, un ouvrier agricole de Bretagne, partage son pain avec le garçon qui n'a rien mangé depuis 2 jours. C'est le premier geste de bonté dans ce nouveau monde sans Louis. À Saint-Étienne, Marie est revenue avec Louis dans leur logement froid. Le garçon n'a pas prononcé un mot depuis la gare. Il tient le soldat de bois contre lui et fixe le vide. Marie a tenté de le faire manger, mais il refuse tout. Elle s'assied près de lui, pose sa main sur sa tête. « Louis, mon petit, Étienne reviendra nous chercher. C'est un mensonge, elle le sait. Avec quel argent? Comment? Mais que dire d'autre à un enfant dont le monde vient de s'écrouler? Le voyage d'Étienne vers l'Algérie dure 4 jours. Le mal de mer le terrasse dès la première nuit. Il vomit jusqu'à ne plus avoir que de la bile à rendre. Un médecin de bord, voyant sa détresse, lui donne un peu d'eau sucrée et quelques biscuits de mer. « Tu voyages seul ?» demande l'homme. Étienne hoche la tête, incapable de parler. Le médecin note dans son rapport, conservé aux archives nationales d'outre-mer. Mineur non accompagné, état de choc évident, toux persistante nécessitant surveillance. Quand Étienne arrive enfin à Oran le 20 mai, personne ne l'attend. Le cousin Jacques est bien là, quelque part dans la ville.
mais il a oublié la date d'arrivée, trop occupé à noyer son désespoir colonial dans l'anisette. Étienne reste assis sur le quai pendant 6 heures, sa petite valise à ses pieds, regardant chaque visage qui passe, espérant reconnaître quelqu'un qui lui ressemblerait un peu. La chaleur écrasante de l'Algérie en mai le suffoque. Sa toux empire. C'est finalement un contremaître du port, un certain Fernand Duval, qui remarque le garçon. « Tu attends quelqu'un, petit ?» Étienne récite l'adresse mémorisée. Jacques Lefort, 17 rue des Orangers, quartier de la Marine. Duval connaît l'endroit, un quartier mal famé où s'entassent les nouveaux arrivants. Il accompagne Étienne, murmurant entre ses dents des commentaires sur l'irresponsabilité de certains adultes. Il trouve Jacques affalé devant une taverne, une bouteille vide à ses pieds. La ressemblance avec le père d'Étienne est frappante, mais là où Pierre avait de la douceur dans le regard, Jacques n'a que de l'amertume. « Ah, le neveu !» s'exclame-t-il en voyant Étienne. « Mais t'es tout seul ? Où est l'autre ?» Étienne explique, la voix tremblante. Jacques hausse les épaules. « Bah, un de moins à nourrir. Viens, je vais te montrer où tu dormiras. Le logement est un taudis, une pièce unique où s'entassent déjà 6 autres hommes, tous ouvriers sur les docks. L'odeur de sueur rance et d'alcool bon marché prend Étienne à la gorge. C'est ici qu'il va vivre désormais. Sans Louis, sans sa mère, sans personne pour le protéger quand sa toux le réveillera la nuit. Il serre la rose séchée dans sa poche et se jure de survivre. Pour Louis, pour pouvoir un jour le faire venir. Pendant ce temps, à Saint-Étienne, Louis développe un talent inattendu. Le boulanger meunier, celui-là même qui avait fait battre Étienne, est touché par le sort du garçon. Sa femme ne peut pas avoir d'enfant et voir ce gamin errer comme une âme en peine devant sa boutique l'émeut. Un matin, il appelle Louis. « Tu veux apprendre à faire du pain ?» Louis hésite, puis acquiesce. C'est le début d'une vocation qui le sauvera. Les mains de Louis dans la pâte trouvent un apaisement qu'il n'aurait jamais imaginé. Le pétrissage devient une méditation. La levée du pain, un miracle quotidien qui lui redonne foi en quelque chose. Monsieur Meunier, bourru mais juste, lui enseigne les secrets du métier. « Tu as des mains en or, petit », lui dit-il un jour. Le pain, c'est de l'amour transformé en nourriture. Louis pense à Étienne, si loin. Chaque pain qu'il façonne est une prière silencieuse pour son frère. En Algérie, Étienne travaille 12 heures par jour sur les docks. À 12 ans, il charge et décharge des caisses qui pèsent parfois plus lourd que lui. Son corps d'enfant se muscle prématurément, mais sa toux empire. Le climat sec qui devait le guérir n'a fait qu'aggraver son état. Jacques, quand il est sobre, ce qui est rare, lui apprend quelques rudiments du travail du cuir. C'est le seul héritage positif qu'il laissera à son neveu. Les lettres commencent à s'échanger en août 1904. La première d'Étienne met 6 semaines à arriver. Louis dort avec sous son oreiller. Il ne sait pas encore bien lire, mais Marie lui déchiffre chaque mot. « Mon petit frère, je pense à toi chaque jour. L'Algérie est chaude et différente. Il y a des orangers partout. Je travaille dur et j'économise. Un jour tu viendras me rejoindre. Garde capitaine courage près de toi. Ton grand frère qui t'aime, Étienne. » Louis dicte sa réponse à sa mère. Il raconte la boulangerie, Monsieur Meunier qui est gentil maintenant, le pain qu'il apprend à faire. Il ne dit pas qu'il pleure chaque soir. Il ne dit pas que parfois, il oublie le visage d'Étienne et que cela le terrorise. Il dessine au bas de la lettre 2 bonhommes qui se tiennent la main. « C'est nous », écrit-il maladroitement en dessous. Les années passent. 1905, 1906, 1907. Les lettres s'espacent. Non par manque d'amour, mais parce que la vie prend le dessus. Étienne, à 15 ans, est devenu un homme dans un corps d'adolescent. Il a quitté Jacques, devenu invivable dans son alcoolisme, et travaille chez un artisan maroquinier arabe qu'il a pris en pitié. Hadj Omar lui enseigne non seulement le travail du cuir, mais aussi la patience, la dignité, la résilience. « Tu portes une douleur, mon fils », lui dit le vieil homme. Mais la douleur peut devenir force si tu la transformes au lieu de la subir. Louis, à 12 ans, est devenu le meilleur apprenti que la boulangerie Meunier ait jamais eu. Les clients viennent spécialement pour son pain. Il a ouvert un compte d'épargne secret,
mettant de côté chaque sou gagné, pour aller voir Étienne, un jour, quand il aura assez. Il ne sait pas encore que ce jour ne viendra jamais, que la vie, la guerre, les circonstances dresseront toujours un obstacle entre eux. En 1910, Étienne rencontre Farah, la fille de Hadj Omar. L'amour le frappe comme la foudre. Pour la première fois depuis 6 ans, il ressent autre chose que le devoir et la survie. Farah a des yeux noirs comme la nuit et un rire qui lui rappelle celui de Louis quand il était vraiment heureux. Ils se marient en 1912, malgré les différences de religion et de culture. Leur premier fils naît en 1913. Étienne le nomme Louis, évidemment. Cette même année, Louis ouvre sa propre boulangerie à Saint-Étienne avec l'aide de Monsieur Meunier. Il a 18 ans et déjà une réputation. L'enseigne qu'il accroche fièrement au-dessus de la porte porte le nom « Aux Deux Frères ». En dessous, en plus petit, « Boulangerie Lefort ». Chaque matin, en ouvrant sa boutique, il pense à Étienne. Se demande à quoi il ressemble maintenant. S'il a gardé sa toux. S'il pense encore à lui. Septembre 1941. La France est occupée, l'Algérie sous l'autorité de Vichy. 2 mondes séparés par la Méditerranée et par une guerre qui rend tout contact presque impossible. Louis, maintenant âgé de 46 ans, est assis dans l'arrière-boutique de sa boulangerie. Devant lui, un paquet arrivé miraculeusement d'Algérie après 8 mois de voyage, passé par l'Espagne, le Portugal, la Suisse. Ses mains tremblent en l'ouvrant. À l'intérieur, le petit soldat de bois. Capitaine Courage, intact après 37 ans. Les entailles maladroites d'Étienne sont toujours visibles. Le képi minuscule toujours en place. Une lettre accompagne l'objet. L'écriture d'Étienne, vieillie mais reconnaissable, couvre 2 pages de papier jauni. Mon petit frère, je sais que nous ne nous sommes pas revus depuis cette maudite journée de mai 1904. Je sais que mes lettres se sont espacées, que la vie nous a éloignés plus sûrement que la distance. Mais pas un jour, tu m'entends? Pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Louis lit, les larmes coulant librement sur ses joues. La boulangerie est fermée, les rideaux tirés. Dehors, une patrouille allemande passe, mais il s'en moque. Il est ailleurs, sur un quai de gare, avec son grand frère qui lui promet qu'ils resteront ensemble. La lettre continue. J'ai gardé ce soldat toutes ces années. Je l'avais ramassé sur le quai après notre séparation. Il m'a accompagné partout. Dans les moments les plus durs, quand la tuberculose me rongeait, quand Jacques me battait, quand j'avais faim, je le regardais et je me souvenais de ton sourire. Ce sourire sur la photo, juste avant que tout bascule. Étienne raconte sa vie en quelques paragraphes. Son mariage avec Farah, ses 3 enfants, Louis, Marie et Pierre, tous élevés dans le souvenir d'un oncle qu'ils n'ont jamais rencontré. Son atelier de maroquinerie devenu prospère. Les orphelins arabes et européens qu'il a formés, tentant de leur donner ce que la vie lui avait refusé. Une chance. Je suis mourant, Louis. La tuberculose a finalement gagné. Les médecins me donnent quelques mois. Alors j'ai voulu te renvoyer Capitaine Courage. Il t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Tu ne l'as jamais vraiment perdu. Il t'attendait. Louis serre le soldat contre sa poitrine. Il a soudain 9 ans à nouveau. Et Étienne est là, quelque part, de l'autre côté de la mer. Toujours son grand frère protecteur. Il court vers l'appartement au-dessus de la boulangerie, fouille frénétiquement dans une vieille malle. La voilà. La rose blanche de Madame Rousseau, séchée, conservée entre les pages d'une Bible. À côté, la photo, celle de la gare. 2 garçons souriants, inconscients du drame qui va suivre. Sa fille Marguerite entre, inquiète. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Louis lui tend la lettre, incapable de parler. Elle lit, comprend. « C'est ton frère ? Celui de la boulangerie aux 2 frères ?» Louis acquiesce. Marguerite, qui n'a jamais vu son père pleurer, le prend dans ses bras. Ils restent ainsi longtemps, unis dans un chagrin qui traverse les générations. Les mois passent. 1942 arrive avec son lot d'horreur. Les rafles s'intensifient. La boulangerie de Louis devient un point de passage pour la résistance. Dans la cave, il cache des familles juives, des résistants blessés, des enfants séparés de leurs parents. Il ne peut s'empêcher de voir en chaque enfant terrorisé le petit garçon qu'il était sur ce quai de gare,
Il les nourrit, les rassure, leur raconte l'histoire de Capitaine Courage qui veille sur les enfants perdus. Le 23 novembre 1942, la date exacte de la mort de son père 39 ans plus tôt, un bombardement allié visant un dépôt de munitions rate sa cible. 3 bombes tombent sur le quartier de la boulangerie. Louis est dans la cave avec 6 enfants juifs qu'il protège. Quand la première bombe explose, il comprend qu'ils ne s'en sortiront pas. Il sort le soldat de bois de sa poche, le met dans les mains du plus jeune, un garçon de 7 ans nommé Samuel. « Tiens-le fort », murmure-t-il. « Capitaine Courage vous protégera. » La deuxième bombe touche directement la boulangerie. Dans les décombres, les sauveteurs trouvent Louis, mort, son corps faisant bouclier aux enfants. 5 des 6 ont survécu. Samuel serre toujours le petit soldat. Marguerite, qui arrive sur les lieux, reconnaît immédiatement l'objet. Elle comprend que son père est mort comme il avait vécu depuis 1904, en protégeant des enfants, en essayant de racheter une séparation qu'il n'avait jamais acceptée. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur cette note tragique. Mais le destin a encore un tour dans son sac. En 1945, après la libération, Marguerite reçoit une lettre d'Algérie. C'est le fils d'Étienne, Louis Lefort Junior. Son père est mort en 1942, quelques mois après avoir envoyé le paquet. Mais avant de mourir, il a fait promettre à son fils de retrouver la famille française. Louis Junior arrive à Saint-Étienne en 1946, le petit soldat dans ses bagages. Samuel, miraculeusement retrouvé après la guerre, le lui avait confié. Devant les ruines de la boulangerie aux 2 frères, Louis Junior et Marguerite se rencontrent. Ils ont le même âge, les mêmes yeux, le même sourire timide. C'est comme si Étienne et Louis, à travers leurs enfants, se retrouvaient enfin. Ils décident de reconstruire la boulangerie ensemble. L'enseigne est la même, mais en dessous, une nouvelle inscription, fondée en 1913 par Louis Lefort, reconstruite en 1946 par les enfants des 2 frères. Le petit soldat de bois est placé dans une vitrine à l'entrée, avec la photo de 1904. Les clients demandent souvent l'histoire. Marguerite ou Louis Junior racontent alors, inlassablement, comment 2 frères furent séparés par 15 francs d'économie, comment ils vécurent toute leur vie avec cette blessure, mais comment leur amour traversa le temps, la distance et même la mort. En 1987, quand Marguerite enregistre son témoignage pour les archives familiales, elle conclut ainsi « Mon père et mon oncle nous ont appris que l'amour véritable ne se mesure pas en présence physique, mais en fidélité du cœur. Ils ne se sont jamais revus après leurs 12 et 9 ans, mais ils ne se sont jamais quittés. Chaque pain que mon père pétrissait était une prière pour Étienne. Chaque objet qu'Étienne façonnait était une lettre à Louis. Ils nous ont montré que les promesses brisées par les circonstances peuvent être tenues par l'âme. Aujourd'hui, la boulangerie existe toujours. C'est l'arrière-petit-fils de Louis qui la tient. Il s'appelle Étienne, évidemment. Dans la vitrine, le petit soldat veille toujours, un peu plus usé par le temps mais intact dans son essence. Les touristes prennent des photos, intrigués par cette figurine de bois rudimentaire. Ils ne savent pas qu'il photographie bien plus qu'un jouet. Il capture l'écho éternel d'une promesse d'enfant, celle de 2 frères qui jurèrent de rester ensemble, et qui, d'une certaine manière, n'ont jamais vraiment été séparés. La leçon de cette histoire n'est pas dans la cruauté du destin ou l'injustice des hommes. Elle est dans la capacité de l'amour à transcender les séparations les plus définitives. Étienne et Louis nous enseignent que certains liens sont si profonds qu'aucune distance, aucun règlement, aucune guerre ne peut vraiment les briser. Ils vivent en nous tant que nous nous souvenons, tant que nous racontons leur histoire, tant qu'un petit soldat de bois veille dans une vitrine, témoin silencieux qu'au cœur de la plus grande douleur peut survivre la plus belle espérance. Car finalement, la photo de 1904 n'a pas capturé un dernier moment de bonheur avant la tragédie. Elle a immortalisé une promesse qui, malgré les apparences, fut tenue. Moi aussi, mais on sera ensemble, avait dit Étienne. Et ils le furent. Dans chaque lettre jamais envoyée, dans chaque larme versée en silence, dans chaque geste de bonté envers un enfant perdu.
dans cette boulangerie qui porte encore leur nom. Ensemble, pour toujours, dans le cœur de ceux qui croient encore que l'amour est plus fort que la séparation. Cette histoire fictionnelle, dramatisée mais inspirée de faits historiques, nous rappelle que parfois les séparations forcées marquent non seulement une génération, mais toute une lignée. Le courage d'un enfant, l'amour d'un frère, la mémoire transmise à travers un simple soldat de bois. Tout cela nous enseigne que certains liens résistent à tout, même au temps et à l'injustice. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ce récit? Avez-vous déjà entendu parler dans votre famille d'une séparation qui a changé un destin? Pensez-vous que les promesses d'enfance peuvent traverser une vie entière? Écrivez le mot « espérance » dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire de vos grands-parents ou d'anciens récits de famille qui pourraient inspirer de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Merci infiniment de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime, d'activer la cloche et de partager cette vidéo. Et si vous voulez continuer ce voyage de mémoire et d'émotion, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît maintenant à l'écran.